Bonsoir et bienvenue dans cette émission Perspective. Perspective devient de plus en plus chaude parce que les perspectives du pays sont également chaudes. Et dans cette chaleur, nous avons choisi de recevoir une figure qui vous est habituelle dans cette émission, la figure de M. Dieudonné Moinzé. Il est membre du Conseil national du PPRD, communicant de la majorité présidentielle FCC. Il est aussi porte-parole du candidat FCC numéro 13. Vous l'avez désigné, c'est M. Emmanuel Chadari, et il est lui-même député honoraire, mais il est encore candidat député national pour la circonscription de Kabongo, c'est dans l'ex-province du Katanga. Bonjour, bienvenue, monsieur l'ex-député et le futur député. Merci bien, monsieur Luc, pour l'invitation. Alors, de quoi allons-nous parler? L'actualité, j'ai dit qu'elle était chaude. Chaude dans la mesure où quelque chose qui sort de l'opposition semble agiter la majorité présidentielle. Pareillement, quand ça sort de la majorité présidentielle, ça semble agiter l'opposition. Mais l'actualité tourne autour, notamment, de la publication de la liste de campagne du candidat de la majorité présidentielle FCC, oui. Emmanuel Chadari Ramazani, Oui. dont vous êtes porte-parole. Tout à fait. L'actualité, c'est aussi cette guéguerre entre l'opposition. L'opposition, on tend à comprendre que les choses ne semblent pas marcher sur la même longueur d'onde entre Tshisekedistes et Katumbistes. Ils s'étirent dessus les uns les autres. L'actualité, c'est également ce matériel que la CENI a présenté, les véhicules, le matériel roulant, volant, le tout pour la concrétisation de la tenue des élections en la date du 23 décembre 2018. Je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui parce que c'est depuis samedi que cette actualité est en train de circuler. Au total, nous avons comptabilisé 640 membres faisant partie de l'équipe de campagne de M. Chadari. Certains membres, hélas, disent n'avoir pas été contactés préalablement avant d'être nommés. D'autres membres nous paraissent ne pas être appropriés pour faire partie d'une équipe de campagne parce que ils exercent des fonctions publiques, parce qu'ils sont journalistes, donc en tant que tels, ils devraient être neutres. Alors, première question, est-ce que votre famille va bien depuis que cette fameuse liste de campagne d'Emmanuel Ramazani est sortie? Monsieur Luc, comme je le disais, je vous salue, je salue vos téléspectateurs, et je voudrais vous dire sincèrement merci pour votre invitation. Je suis un habitué de vos émissions. Absolument. J'ai toujours une autre façon de parler de tout ce temps, mais vous allez vous rendre compte que depuis samedi, compte tenu des responsabilités que nous avons actuellement, les choses nous allons peut-être développer notre discours
qui s'adapte aux exigences de nos responsabilités actuelles. Absolument. Puisque depuis samedi dernier, nous avons été portés à ces fonctions de porte-parole du candidat président numéro 13. Je parle du candidat président de la République du FCC MP. Donc vous comprenez que il a plu à ce prestigieux candidat de nous faire confiance et de nous autoriser à ce que nous puissions parler pour lui. Donc vous allez voir, que vous allez le constater d'ailleurs tout au long de cette émission, que nous allons pouvoir développer d'autres comportements dans la manière de pouvoir communiquer, puisque nous avons des responsabilités qui sont plus importantes pendant ce temps. Et alors, vous avez soulevé beaucoup de questions au même moment, mais vous allez accepter que je vous dise d'abord que chez nous, à la majorité présidentielle, chez nous au FCC, et encore mieux plus au PPRD, nous allons bien, puisque cela a été votre question. Nous nous portons mieux. Et d'ailleurs, je pense que nous nous portons même mieux qu'il y a quelques mois, puisque depuis que nous sommes en train de nous préparer pour affronter ces échéances importantes, donc je parle des élections de décembre prochain, comme vous l'avez dit, ce sont des grandes perspectives pour emprunter l'intitulé de votre émission, qui nous obligent de pouvoir également nous apprêter pour que nous puissions réellement répondre à ce rendez-vous important avec notre peuple. Donc nous allons mieux et tous les jours nous sommes en train de nous requinquer pour que nous puissions être beaucoup plus réalisants et même beaucoup plus attirants par rapport de notre peuple. Si vous savez, les élections, c'est un peu comme un mariage. Donc nous devons être capables de pouvoir convaincre notre peuple et lui dire que le FCC, la majorité présidentielle, ces formations politiques auxquelles vous avez toujours placé confiance depuis 2006, en passant par 2011, ne pourra pas vous décevoir en cette période de 2018. Alors, la première question, la sortie de l'équipe de campagne électorale. Il est vrai, vous l'avez dit, je crois que comme acteur important de la presse congolaise, vous êtes mis à comptabiliser même le nombre de membres de cette équipe de campagne. Et je crois qu'il faut le reconnaître, c'est un mérite, puisque nombreux se limitent à critiquer et à ne pas aller en profondeur. Je dois vous le reconnaître, vous connaissant bien, que vous êtes allé jusqu'à creuser et savoir combien de membres il y a dans cette équipe. Effectivement, c'est un peu plus de 600 membres de l'équipe de campagne de notre candidat numéro 13, Emmanuel Ramazani Shadari. Et les gens s'interrogent. Pourquoi 600? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? Et pourquoi avoir décidé comme ça de mettre sur pied une grande équipe, et les autres ont même dit une petite équipe, d'un peu plus de 600 membres? Monsieur Luc, je dois vous dire que je n'entre pas dans les secrets de mon candidat, de notre candidat, Ramazani Shadari Emmanuel, numéro 13, mais en tant que porte-parole, je peux vous dire qu'il sait ce qu'il a fait. Et nous lui faisons confiance. Il sait ce qu'il a fait. Et moi, je peux dire que cette équipe n'est pas grande, comme les gens pensent le dire. C'est une équipe modeste. Peut-être que je ne dirais pas aussi que cette équipe est petite. Non, je crois que l'équipe est modeste. Elle a été modestement mise sur pied par le candidat Emmanuel Ramazani Shadari, puisque lorsque l'on fait simplement les calculs, je vous ai entendu faire les calculs quant à ce que c'est le nombre, mais lorsque l'on fait simplement les calculs, prenez 640 membres d'une équipe dans un pays à des dimensions continentales comme la République démocratique du Congo, avec 26 provinces. Simple calcul, vous avez à peu près 25 candidats, 25 membres plutôt de l'équipe de campagne par province. Tout à fait. 20, je dis bien, à peu près 25 membres de l'équipe de campagne du candidat président Ramazani Shadari, Emmanuel numéro 13, à peu près par province. 25 candidats, 25 membres. Et si vous allez dans des provinces où vous avez 5 territoires, comme ma province à moi, le Haut-Lomami, dans l'ex-Katanga, le Haut-Lomami a 5 territoires, faites les calculs, vous vous rendrez compte que ça ne fait qu'une équipe de 5 membres de l'équipe de campagne par territoire. Et dans ce pays, nous avons environ 145 territoires. Donc vous vous rendez compte que si vous avez 5 membres simplement d'une équipe de campagne, surtout à des ambitions d'un candidat président de la République par territoire,
je crois que c'est modeste. Tout à fait. C'est modeste et ça ne peut pas être exagéré. Puisque moi-même qui vous parle, mon équipe de campagne n'a pas 5, c'est un peu plus. Donc on ne va pas demander ça au candidat Emmanuel Shadari. Et alors, vous dites, je voudrais rester sur l'aspect de l'équipe. Vous dites qu'il y a des gens qui ont été désignés, mais qui disent qu'ils ont des charges incompatibles, et les autres disent qu'ils n'ont pas été consultés. Monsieur Luc, il s'agit d'une actualité importante. Et en tant que porte-parole de mon candidat, de notre candidat, Emmanuel Ramazani Shadari, je crois qu'il faut que j'y revienne avec beaucoup d'insistance. Allez-y. Je voudrais vous dire que, connaissant bien mon candidat, notre candidat, Emmanuel Ramazani Shadari, je ne pense pas, je dis bien, je ne pense pas qu'il puisse un seul instant se permettre de déposer un tel acte, c'est-à-dire accorder ou attribuer des grandes charges à une personne qui au départ n'a pas été consultée. Je ne pense pas. Mais nous l'avons entendu dans les médias, nous avons entendu ça comme débat dans les rues et dans les salons, que certains auraient dit réellement qu'ils n'ont pas été consultés. Mais je peux vous dire, monsieur Luc, que beaucoup d'entre ces gens qui parlent ont signé la charte constitutive du FCC. Et lorsque quelqu'un a signé la charte constitutive du FCC, il se met à la disposition du FCC. Il se met par ricochet à la disposition de son candidat. Donc, ce qui fait que lorsque l'on a signé cette charte, on peut s'attendre à toute désignation, à toute attribution et à toute charge au sein du FCC ou des charges qui concourent à la conquête du pouvoir par le FCC. Et j'ai entendu d'autres dire qu'ils n'ont pas été consultés. D'abord, c'est difficile de les confirmer. Puisque, vous savez, monsieur Luc, que nous avons l'expérience dans ce pays. Je crois qu'il faut par moment illustrer les choses par des expériences. Dans la transition de monsieur Mobutu, paix à son âme, entre 1990 et 1996, un premier ministre, je parle bien d'un premier ministre de la République, fut nommé dans ce pays et dans cette ville comme premier ministre de la République, du gouvernement de Mobutu, la nuit. Et le matin, sa maison s'est vue encerclée par les militants de son parti. Le nominé est sorti de sa maison et il a dit qu'il n'avait jamais été consulté pour cette nomination-là. Dans une plateforme qui s'appelait, je crois, Issore Ali à son temps, et ses pairs, je parle des pairs de celui qui a été nominé, sont montés au créneau pour crier au scandale. C'est de l'expérience. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons encore nous interroger si réellement cette personne-là n'avait jamais été consultée par M. Mobutu? Non, je crois qu'il y a des choses que nous devons dire ouvertement. Vous savez, dans la vie... Oui, vous vouliez dire quelque chose? Non, allez-y. Vous savez, dans la vie, M. Luc, et je crois que je prends vos téléspectateurs à témoin, nous, acteurs politiques, nous devons améliorer notre comportement. Même ceux qui sont acteurs de la société civile doivent également améliorer leur comportement. Je ne pense pas un seul instant que Mobutu, à son temps, avait nommé ce premier ministre sans les consulter, puisque ses pairs avaient confirmé qu'ils avaient eu des négociations âpres avec le camp de M. Mobutu et qu'ils avaient donné leur accord, plus l'accord du nominé, pour qu'il soit nommé. Je crois que ce sont des choses que nous vivons aujourd'hui. Ça veut dire qu'en d'autres termes, vous dites que tous ceux qui disent n'avoir pas été... Je n'ai pas confirmé. Je n'ai pas confirmé, j'ai dit simplement qu'il n'y a rien qui nous rassure, puisque nous avons connu ça dans le passé. Il n'y a rien qui nous rassure. Mais s'il s'est fait que quelqu'un n'avait pas été consulté et qu'il a été nommé, ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui, est-ce qu'il n'est pas signataire de la charte du FCC? Justement. S'il est signataire de la charte du FCC, ce n'était pas nécessaire qu'il soit consulté. Parce que j'ai entendu, j'ai lu M. Atoundou dire, mais on n'a pas forcément besoin de consulter X, Y aussi longtemps qu'il serait membre
du FCC. Oui, ça c'est normal. On est dans une famille, on est disposé à travailler pour la famille. Voilà. Donc même si on n'a pas été consulté, on doit accepter. Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas du FCC. Tout à fait. Mais pour ceux qui ne sont pas du FCC, d'ailleurs, si vous suivez la liste, toutes ces personnes qui ont parlé dans les médias et un peu partout sur la place publique, ils n'ont pas de charges et de responsabilités. Ils ne sont ni coordonnateurs d'une cellule, ni rapporteurs dans une cellule. Ce sont des membres simplement. Mais je pense que lorsqu'il y a un membre qui se rétracte pour ses raisons personnelles, pour dire je ne voudrais pas participer à l'équipe de campagne du candidat numéro 13, Emmanuel Ramazan Shadar, je crois que c'est aussi ça, le droit légitime. Nous sommes dans une démocratie et je crois qu'il peut être remplacé sans pour autant créer beaucoup de dommages dans cette cellule-là. Puisqu'il s'agit d'un candidat, je vous ai dit que presque chaque cellule est constituée de plus de 10 personnes. Donc si on enlève une ou deux personnes, ça ne va pas être le déluge et je ne pense pas que ça puisse déranger le travail. Mais j'ai dit simplement, et je vais terminer cette question-là, en disant qu'il faut que nous puissions assumer nos actes. J'ai dit bien, il faut que les Congolais puissent assumer leurs actes. Il ne faut pas que l'on soit des champions des tractations informelles. Il ne faut pas que nous puissions, pendant ce temps où la République est en danger, court des risques, puisque le FCC est pratiquement cette plateforme qui milite pour l'intérêt du Congo et des Congolais, que des personnes puissent poser beaucoup de préalables pour travailler pour la République. Puisque j'ai entendu quelqu'un dire « je n'ai pas été consulté, il fallait que me le consulte ». Mais je pense qu'il y a aussi d'autres responsabilités qui ne nécessitent pas nécessairement que l'on puisse marchander. Puisque apparemment les Congolais sont ceux-là qui aiment bien qu'on les consulte et qu'ils puissent poser leurs conditions pour participer à un travail de la nation. Je crois que ce n'est pas normal. J'aurais souhaité vraiment que les gens assument leurs responsabilités. Quand vous avez été consulté, reconnaissez-le. Si vous n'avez pas été consulté, dites-le réellement. En âme et conscience, ça ne dérange personne. Et il ne faut pas avoir beaucoup d'exigences pour participer à ce travail, puisque le candidat lui-même, Ramazan Shadari, il nous appelle tous les jours à cette abnégation, à cet altruisme de pouvoir servir la République sans beaucoup d'exigences. Alors, on a cité comme ça, concernant la presse, on a cité Tshilunde, le président de l'UNPC. Oui, j'ai entendu. On a cité Jean-Marie Kassamba, qui n'a pas dit, qui n'a pas été consulté. Hein. Il est silencieux jusqu'à présent. On a cité Chantal Kanimbo, qui est du CESAC. On a cité... celle-ci, c'est ma fille, hein, professionnellement. Oui. Parlons, Karine Kabututu, oui, par exemple, de Raga. Oui. J'en passe des meilleurs. On a cité même Jean-Florent Ibengue, l'entraîneur de l'ASV, oui, le club des Léopards. Oui. Mais pire encore, figure sur la liste le nom du Premier ministre, le nom du président de l'Assemblée nationale. Oui. Des ministres. Je ne citerai pas de nom. Est-ce que vous ne trouvez pas que sur le plan éthique, monsieur Dieudonné Mwenze, ici, je voudrais que vous parliez en intellectuel, tout à fait, mais aussi en âme et conscience. Vous ne trouvez pas que quelqu'un comme Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, qu'il soit membre d'une équipe de campagne d'un candidat, ça pose quand même un problème éthique? Non, ça ne pose pas de problème. Allez-y. Monsieur Luc, je peux d'abord vous parler des journalistes. Les journalistes sont appelés à être neutres, tels que vous êtes en train de prester maintenant. Mais vous pouvez développer des ambitions politiques. Pourvu que vous puissiez être à mesure de concilier votre profession avec vos ambitions actuelles, c'est-à-dire les ambitions politiques. Non, la loi dit, quand on est journaliste, on interdit à personne d'avoir une opinion. Mais quand vous vous engagez activement en politique, vous cessez de prester en tant que journaliste. Monsieur Luc, c'est ce que j'étais en train de dire, on dit la même chose. J'ai dit que vous êtes journaliste, vous êtes appelé à être neutre, même si vous avez vos opinions politiques personnelles. Mais ça ne vous empêche pas en tant qu'individu de développer vos comportements, vos ambitions politiques.
Vous comprenez ce que je dis? Et à ce moment-là, ce qui vous revient à faire, c'est quoi? C'est savoir concilier votre profession de journaliste avec les nouvelles ambitions politiques. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui où nous sommes, visiter la liste des candidats, qu'ils soient députés nationaux ou députés provinciaux, il y a beaucoup de journalistes. Cette question a fait le débat. Les gens se sont dit, est-ce que ces gens peuvent encore rester à être journalistes? Je crois que dans ce pays, nous avons connu des politiciens journalistes. Et à travers la République, la même chose. Et même à travers le monde. Mobutu lui-même, c'était un ancien journaliste. Mais je voudrais simplement dire ce qui suit. Que pour le cas des journalistes qui ont été cités, c'est à eux de faire le choix. Moi, j'en ai vu certains déjà dans la salle où nous étions dans les chapiteaux de Pullman. Vous me parlez de Jean-Marie Kassamba, mais vous ne m'avez pas aussi parlé de Louis Dor Balekelaï, qui est aussi porte-parole du candidat comme moi. Mais ces gens étaient présents. Ils étaient présents. Jean-Marie Kassamba, j'étais avec lui à ses côtés. Il était présent et il a entendu. Lui n'a pas objecté. Tout à fait. Mais je parle des autres. Je parle des autres. Pour ceux qui ont été cités, je crois que c'est un problème de choix. Ils doivent opérer le choix, ce n'est pas tard. La campagne commence, je crois, dans 2 semaines ou plus de 2 semaines. Ils ont le choix à faire. S'il faut rester dans la profession comme journaliste, et cette fois-là être neutre, ou soit il faut rester dans l'équipe de campagne du candidat numéro 13, Ramazan Shadari. Je crois que c'est un problème de choix simplement. Mais je reviens pour dire que l'équipe de campagne, comme je l'ai dit, n'est pas si grande, n'est pas si petite. Rappelez-vous qu'aux États-Unis d'Amérique, avec l'équipe d'Obama, peut-être nous, le problème c'est que nous avons médiatisé un peu le nombre, mais Obama c'était plus de 600 personnes. Les autres parlent même de plus de 1000 personnes aux États-Unis d'Amérique. C'est pour cela qu'on parle de la campagne américaine. Ailleurs, la même chose. Lorsque vous voyez Nicolas Sarkozy en France, c'était une équipe très forte. Non, je pense qu'il n'y a pas à dire tout ça. Et vous revenez sur les responsabilités publiques de membres du gouvernement, Premier ministre ou ministre tout court. Mais je rappelle, Monsieur Luc, qu'avant d'être Premier ministre ou ministre du gouvernement, ils sont d'abord politiques. Et nombreux d'entre eux sont même candidats dans certaines circonscriptions. Je sais de quoi je parle, en commençant par le Premier ministre. Vous pensez qu'ils ne vont pas battre campagne pour leur candidature? Ils vont battre campagne pour leur candidature. D'abord, ils appartiennent à une famille politique. Ils vont développer le programme et le discours de cette famille politique. Et par ricochet, ils vont parler du candidat président de leur famille politique. La loi? Mais la loi dit quoi? La loi n'interdit rien. Quelqu'un m'a parlé de l'article 97. L'incompatibilité. Non, l'incompatibilité, c'est par rapport à l'exercice des fonctions. Oui, mais est-ce qu'il y a possibilité, M. Mwenze, nous faisons cette émission oui. Elle est en même temps pédagogique. Pédagogique, oui. Pour que l'opinion puisse mieux comprendre. Oui. Est-ce que c'est possible que vous soyez ministre, oui. membre de l'équipe de campagne d'un candidat, oui. et que vous restiez neutre dans l'exercice de votre fonction? Oui, monsieur Luc, je crois que c'est que la loi n'a pas interdit est faisable. La loi n'interdit pas qu'un membre du gouvernement soit candidat. La loi ne l'interdit pas. La loi ne l'interdit pas. La loi n'interdit pas qu'un membre du gouvernement soit membre de l'équipe de campagne, de sa propre équipe de campagne ou de l'équipe de campagne de quelqu'un d'autre. La loi ne l'interdit pas. Je parle de la Constitution, je parle de la loi électorale. Mais lorsque vous allez dans la Constitution, ce qui est interdit, c'est quoi? C'est lorsque vous êtes membre du gouvernement et que vous êtes en train de servir la République, vous ne pouvez pas au même moment être président d'un parti politique ou assumer de fortes responsabilités dans un parti politique. Mais ici, ce n'est pas le cas. Il s'agit de renouveler le mandat, c'est-à-dire il s'agit de sa survie politique personnelle.
Vous n'allez pas demander. Si la loi avait interdit, je sais qu'il y a eu un débat à un certain moment comme ça, où on disait les membres du gouvernement ne peuvent pas, au même moment qu'ils sont ministres, être candidats et aller battre campagne. Mais ce débat avait évolué, mais à l'issue de ce débat, les parlementaires avaient trouvé qu'il n'y avait pas d'inconvénient. Ce qui fait qu'en 2011... Il n'y a pas de conflit d'intérêts? Non, les parlementaires avaient décidé ainsi, qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts et qu'un ministre ou un président du Parlement ou Premier ministre pouvait battre campagne pour lui-même, être candidat lui-même ou battre campagne pour quelqu'un d'autre. C'est le cas que vous avez évoqué du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale. La loi ne l'interdit pas. Je préfère bien préciser, aucune loi ne l'interdit. C'est-à-dire, j'ai toujours dit, évitons de raisonner en dehors de la loi, puisqu'à ce moment-là, nous risquons de faire prévaloir nos sentiments personnels. Aucune loi ne l'interdit et ces membres du gouvernement, ces membres du Parlement ont la possibilité de pouvoir être candidats, faire la campagne d'eux-mêmes et même faire la campagne de quelqu'un d'autre selon leur choix. Je ne voudrais pas donner un point de vue ici parce que vous seriez sur ce plateau avec un membre de CNB, Congo-Nabisso. Et je l'attendais. Qui s'est excusé à la toute dernière minute pour d'autres raisons. Et je pense que ce n'est que partie remise. Tout à fait, tout à fait. Alors, logiquement, monsieur Mounzé, parlant de votre candidat, il y a une semaine et demie, vous avez procédé à la présentation officielle de ce candidat, Emmanuel Ramazani. C'était au stade Tata Raphaël. Tata Raphaël. Le 27 octobre dernier. Le 27 octobre dernier. Et là-dessus, il s'est posé un problème. D'aucuns ont dit que les gens qui sont venus, d'autres ont crié pas des machines à voter, d'autres ont chanté donc au voté Bino, une chanson qui est en vogue maintenant, qui est au fait... ils ont chanté Toko voté Bino. Une antiphrase. Toko voté Bino. Talawakamu Oyo. Toko voté Bino. Ça veut dire que nous n'allons plus vous voter. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est en lingala. Oui, ça veut dire Toko voté Bino. Alors, ça veut dire nous allons vous voter. Non. Dans l'énoncé de la chanson, cela veut dire... Je vais vous répondre, je vais vous répondre. Nous allons encore vous voter, vous verrez. C'est un peu comme quelqu'un qui dit, oui, fais ça, moi j'essaierai avec toi. Fais bien tes bêtises, un peu comme dirait un père à son fils, oui, fais bien tes bêtises, je vais les couvrir. Alors... je peux vous répondre? Allez-y. Monsieur Luc, vous savez, nous sommes dans une démocratie et la démocratie a ses vertus, il faut savoir la supporter. Notre meeting du FCC au stade Tata Raphaël, je crois que ça a été une grande démonstration, une démonstration de force. Et la police a même avancé un chiffre pour l'intérieur du stade et l'extérieur du stade et les alentours, plus de 180 000 personnes. Et moi j'ai dit ceci, je ne peux pas suivre ce qu'un Congolais ou un Quinois a dit et prendre ça comme une vérité. Nous sommes dans une démocratie, je venais de le dire, chacun a un point de vue. Je ne peux pas imposer à tous les Congolais de voter obligatoirement à Emmanuel Ramazani Shadari. Non. Je sais qu'il y a des gens qui portent ce candidat dans leur cœur, mais il y a aussi ceux qui pensent qu'ils peuvent porter leur choix sur quelqu'un d'autre. C'est un problème de volonté personnelle, un problème de choix personnel. Mais je sais que ceux qui ont été dans ce stade, qui se sont déplacés de chez eux à plusieurs kilomètres, même mètres, pour se retrouver dans ce stade, avaient comme candidat et attendaient le candidat Emmanuel Ramazani Shadari. J'ai entendu, comme vous l'avez dit, nombreux, puisque j'étais présent, dire Toko voter Bino. Ça veut dire nous allons vous voter. Ça s'est dit comme c'est ça la traduction. Est-ce que vous s'il vous plaît, la chanson? J'ai suivi la chanson. S'il vous plaît, j'ai suivi la chanson. À moins que ça puisse y avoir une autre interprétation de quelques membres de ceux qui ont chanté. Mais la vérité, c'est celle-là. J'ai suivi la chanson et beaucoup ont dit nous allons voter numéro 13. D'ailleurs, j'ai vu ça et sur les polos et sur les banderoles. Tout le monde était décidé à porter son choix sur le candidat numéro 13 du FCC.
Mais la volonté d'un ou deux, trois, quatre personnes, ce n'est pas ça, moi, ma préoccupation. Je sais que c'est ça, la liberté d'expression. Chacun s'exprime tel qu'il l'entend. Donc, je crois que c'est un peu comme ça. Et nombreux ont même avancé beaucoup d'arguments par rapport à ce meeting. Mais pour répondre précisément à votre question, je ne voudrais pas embrasser beaucoup d'aspects. Il est vrai que ce qui était là, puisqu'il est anormal, que quelqu'un puisse aller remplir les rangs des manifestants d'une famille politique et dire que je ne peux pas vous voter. Mais vous vous êtes déplacé pourquoi? C'est anormal, ça ne s'explique pas. Mais non, s'il vous plaît, c'est du bon sens. S'il vous plaît, c'est du bon sens, monsieur Luc. La crise étant, il semble que l'argent a circulé. Moi, personnellement, j'ai vu sur mon avenue des jeunes gens se battre. Monsieur Luc. Il semble qu'ils avaient eu vent qu'on devait donner 10 000 dollars. Qu'est-ce que j'ai dit? 10 000 francs congolais. Et que celui qui distribuait l'argent ne leur en avait donné que 5. Alors, s'il vous plaît, monsieur Luc, je crois que nous devons être sérieux lorsque nous voulons parler à notre peuple. Oui. Nulle part à travers le monde, même dans les pays de vieilles démocraties, la campagne ou la politique puisse se faire sans argent. Oui, mais le problème... S'il vous plaît, c'est important. Nulle part à travers le monde, celui qui aime faire la politique ne peut la faire qu'avec argent. C'est pour ça qu'on parle même, je le disais tout à l'heure, de la campagne à l'américaine. Ça veut dire qu'il faut débourser énormément d'argent. Nous avons déjà été informés des budgets de campagne de beaucoup de partis politiques à travers le monde. Aux États-Unis d'Amérique comme en Europe, ce sont des budgets qui sont très loin de ce que nous vivons chez nous. D'autres budgets vont même jusqu'à 50 milliards, 60 milliards de dollars US. Ce n'est pas pour rien que lorsqu'il y a eu campagne dans certains pays, à la fin, la justice tombe sur des dossiers pour dire il y a eu mauvais financement de la campagne de X ou de Y. Ça veut dire simplement qu'on utilise l'argent pour faire la politique. On utilise l'argent pour faire la campagne. Je suis souvent objectif et je suis toujours direct avec vous et avec vos téléspectateurs. Tout à fait. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je reviens sur ce que vous avez vécu. Mais s'il vous plaît, nous avons voulu déplacer les participants de leur maison jusqu'à Tata Raphaël. Pour ça, nous avions pensé que nous devions louer quelques bus pour aider les manifestants à pouvoir se déplacer aisément. Vous avez vu des bus transporter certains des manifestants. Ok. Mais si au retour, il y a, comme vous le savez, la mobilisation, c'est un problème d'abord de partage et la mobilisation, c'est chacun qui prend un axe. S'il y a quelqu'un qui a pris un axe comme M. Luc, qui pense que mes amis, par exemple, de Kamunganga, qui doivent rentrer, ne peuvent pas rentrer à pied et que je peux, par exemple, leur donner ne fût-ce qu'un petit transport pour leur permettre de rentrer calmement. Vous pensez que c'est un crime de lèse-majesté? Non, on doit être sérieux. Et d'ailleurs, j'ai suivi un ministre de l'opposition, autrefois, qui aujourd'hui est au FCC, il est au gouvernement. Il a dit, même quand ils étaient dans l'opposition, ils ont toujours utilisé l'argent pour mobiliser les manifestants. Alors, je le tiens de quelqu'un. Oui, et s'il vous plaît, chaque fois qu'il y a des manifestations à l'opposition, on doit le dire, il y a toujours l'argent qui circule. Absolument. On doit le dire. Notre préoccupation, c'est pas là. Oui. Mais comme vous avez... C'est où exactement? Comme vous avez dit qu'à chaque manifestation, à chaque campagne, il faut mobiliser l'argent. Oui, tout à fait. Il ne faudrait pas que ça soit l'argent public. Non, il ne faut pas que ça soit l'argent public. Mais je suis d'accord avec vous. On vous reproche, bon, vous... les rumeurs. On parlait de l'utilisation des caisses de l'État. Je vous aide. Les rumeurs ont parlé même de l'argent qui serait sorti de la Banque centrale. J'ai même entendu un parlementaire... Je vais y revenir. J'ai même entendu un parlementaire initier une question d'actualité à l'endroit des ministres du gouvernement des Finances et de surcroît pour dire ils ont des preuves qu'il y a eu des sorties, des traces de sorties d'argent de la Banque centrale. Non, monsieur Luc, on doit se dire ouvertement les choses. Mais il n'y a pas eu sortie de l'argent du trésor public. Je confirme. Il n'y a pas eu sortie de l'argent du trésor public. Je le dis tous les jours.
dans le FCC là, les grands animateurs du FCC aujourd'hui sont qui? Il faut qu'on s'interroge. Vous venez de les citer ici, les premiers ministres, les ministres du gouvernement. Il y a même des PDG des entreprises. Il y a des mandataires des entreprises, des administrateurs des entreprises. Vous pensez que ces gens-là ne reçoivent pas des rémunérations là où ils travaillent? Ils sont rémunérés, non? Et ils se sont retrouvés là, pourquoi? Et comment ils se sont retrouvés? C'est puisqu'ils ont été mandatés par leurs partis politiques. Ils ont été mandatés par leurs familles politiques. Et la loi qui régit l'organisation des partis politiques dans ce pays impose aux membres d'un parti politique de faire vivre leur parti politique par des cotisations. Vous pensez que ces gens-là ne cotisent pas dans leur parti politique? Un premier ministre issu d'un parti politique et à qui on demande de se cotiser un tout petit peu à la fin de chaque mois, vous pensez qu'il ne peut pas le faire ne fût-ce que par gratitude? Je suis direct et objectif avec vous. Très bien, alors... Et pour ce meeting-là, oui, c'était un rendez-vous important. Et nous devrions marquer de l'encre indélébile cette rencontre-là. Mais est-ce que ça pouvait empêcher à quelqu'un, membre du FCC, qui a reçu sa rémunération, de contribuer un peu pour le succès de ce meeting? Je vous confirme que beaucoup de membres ont contribué pour cette activité. Même le Premier ministre, même les ministres, même les PDG. Mais sur cœur, vous dites qu'on n'a pas pu... Non, on n'a pas pu. Et j'ai mis ma main à couper et je demande à tous ceux-là qui avancent de tels arguments de prouver que réellement il y a eu des sorties d'argent de la caisse publique. Et si c'est cela, et si c'est cela, s'il vous plaît, et si c'est cela, l'argument clair, c'est-à-dire si cela s'avère être vrai, moi, je plaide pour que ceux qui ont utilisé l'argent de l'État pour une activité politique individuelle et personnelle puissent être suivis, puissent être poursuivis. Mais je constate que ce n'est pas le cas. Il n'y a personne qui a plongé sa main pour cette activité dans la caisse de l'État. Vous parliez tout à l'heure du budget de campagne sous d'autres cieux. Vous avez parlé de 50 milliards. Oui. Qu'en est-il du budget de campagne du FCC? Jusque-là, le budget n'a pas été révélé. Et il sera révélé le moment venu. Jusque-là, il n'est pas encore révélé. Puisque le problème, c'est quoi? Oui. Dans votre groupement, vous avez quand même l'idée de ce que... Je ne viens pas ici livrer les idées à vos téléspectateurs. Je ne viens pas livrer ici les idées à vos téléspectateurs. Et ça ne peut même pas vous arranger que je vous livre les idées. Je vous ai dit que je vais avoir un autre comportement dans la communication puisque j'ai des responsabilités actuelles de porte-parole du candidat. Donc je ne peux parler que de ce que je confirme. Je vous dis simplement que le budget va être là. Vous avez constitué des équipes, 48 spécialités, oui, et 48 au total, 48 groupes, 48 groupes, oui. Et puis... et le budget sera conséquent. Chaque groupe a un responsable. Oui, et un rapporteur. Et un rapporteur, ainsi de suite. Oui. Et bon, écoutez, vous devez quand même avoir l'idée de ce que vous devrez... vous devriez je peux vous répondre, monsieur à chaque groupe. Je peux vous répondre, monsieur. Allez-y. J'ai dit bien, je suis porte-parole du président Ramazani Chadar. Du candidat président. Du candidat président. Je suis porte-parole et membre de l'équipe de campagne. Je ne parle pas au hasard. Je voudrais parler des faits précis. Et vos téléspectateurs ont besoin des chiffres. Puisque vous me demandez les chiffres. Oui, donc là, ça demande que je vous cite les chiffres. Mais je vous dis simplement que le budget sera conséquent à la taille de l'équipe de la campagne. Mais je n'ai pas le chiffre que je peux vous livrer maintenant. Est-ce qu'on se met d'accord? Je peux avoir une idée, mais je ne viens pas donner mes idées à vos téléspectateurs, à votre auditoire. Votre candidat avait dit qu'il ferait savoir son projet de société. Le programme est en chantier. Qui vient de s'achever. Le programme est en chantier. Nous travaillons sur beaucoup de choses. Non. Je crois que le programme est en chantier. Le projet de société qui est ambitieux et qui est à la taille des attentes de notre peuple est sur chantier. Bientôt, il va sortir. Et d'ailleurs, on est en train de faire un dernier réglage. Le budget, le plus modeste budget, j'ose croire, était celui de M. Madidi dans leur programme. Oui, dans leur projet de société. Oui, les gens ont avancé les chiffres. Oui, mais vous avez l'impression que ça sera plus ou ça sera moins? Non, je vous dis ceci. Notre budget sera réaliste.
Je parle du budget de la République. Oui. Dans notre projet de société, le budget de la République sur les 5 ans à venir sera réaliste. Nous n'allons pas vendre, ça veut dire que nous allons être concrets, faire des propositions réalistes qui sont réelles. Nous n'allons pas vendre du vent tel que nous avons entendu. Puisque certains candidats ont donné ici... 114 milliards. Oui, ils ont donné. Oui, mais je me suis dit, mais pourquoi ils n'ont même pas parlé de milliards? 35 milliards. Oui, les autres ont pas de 150 milliards. Alors, vous... non, la différence avec ces gens... Mais, monsieur Luc, la différence avec tous ces gens... Ça sera combien chez vous? S'il vous plaît, monsieur Luc. 500 millions? S'il vous plaît, monsieur Luc. S'il vous plaît, monsieur Luc. La différence avec ces gens-là, c'est que nous, on ne vend pas du vent à notre peuple. Nous faisons ce que nous appelons la réelle politique. C'est-à-dire la politique réelle. Nous ne voulons pas faire de la démagogie à notre peuple. Parmi tous ces gens qui ont cité des chiffres là, jetez le regard. Vous verrez qu'il y a des membres du gouvernement, des anciens membres du gouvernement. Vous verrez qu'il y a des anciens premiers ministres. Vous verrez qu'il y a des anciens présidents des assemblées, de l'Assemblée nationale. Vous verrez qu'il y a des anciens. Mais pendant qu'ils étaient aux affaires, monsieur Luc, je crois que nous devons nous interroger. Qu'ont-ils fait pour que ce budget s'avoisine ne fût-ce que de ces chiffres-là? Ne fût-ce que s'avoisiner. J'en connais un qui était Premier ministre, qui nous a présenté à l'Assemblée nationale des budgets pendant plus de 3 ans, plus de 4 ans. Si à la fin, il n'est sorti qu'avec ses tribunes en train de les publier. Mais pendant ce temps-là, je pense. Mais pendant ce temps-là, s'il vous plaît, monsieur Luc, suivez mon regard. Pendant ce temps-là, comme vous le savez, les prévisions budgétaires viennent du gouvernement. Les prévisions budgétaires traduisent la politique gouvernementale. Mais ce premier ministre ancien-là, qui nous a menés à l'Assemblée nationale des prévisions budgétaires, pourquoi il ne pouvait pas s'avoisiner des chiffres qu'il avance aujourd'hui? Non, la démagogie n'est pas bonne en politique, s'il vous plaît. Il faut avoir de l'éthique et de la déontologie politique également, comme ça existe dans d'autres corporations. Quand on accepte de faire de la politique, on doit être élégant et savoir dire la vérité. J'ai entendu un ancien président de l'Assemblée nationale dire la même chose avec des budgets pratiquement mirobolants pour dire nous allons atteindre tel chiffre. Mais vous savez que l'Assemblée nationale est souvent appelée, même selon la loi et selon la Constitution, autorité budgétaire. Mais est-ce qu'ils se sont avoisinés pendant leur mandat, ne fût-ce que de ce budget qu'ils citent aujourd'hui? Non, nous allons faire de la réelle politique et nous disons le budget de la République sera le budget réaliste. Alors, monsieur Moïse, oui. Regardez votre... Depuis un temps, je regarde ma caméra. Oui. Je vais encore la regarder, la fixer davantage. Mais je voulais revenir sur la question des conflits tshisekidistes et katumbistes. Très rapidement, parce qu'on a terminé. Oui. J'ai dit un petit mot par rapport à ça et par rapport au matériel, puisque ce sont des questions que vous avez soulevées. Nous n'allons pas laisser comme ça assoiffer nos téléspectateurs ou vos téléspectateurs. Sur ce qui concerne le probable conflit tshisekidiste-katumbiste, c'est la vérité. Il y a un conflit entre les katumbistes et les tshisekidistes. Et ça vous depuis un temps, il y a ce conflit, puisque un camp a été validé comme candidat président de la République, un autre camp n'a pas eu un candidat validé. Et le candidat n'a même pas présenté sa candidature. Ce qui fait que les gens sont dans cette difficulté de conflit. Et il n'y a pas simplement ce conflit entre le camp katumbiste et tshisekidiste. Il y a encore des conflits même avec le camp camériste. Il y a encore des conflits avec le camp fayouliste. Passez-moi les termes s'il vous plaît. Il y a encore des conflits avec le camp bembiste. Il y a ainsi de suite. Il y a beaucoup de conflits. Donc c'est l'imbroglio cacophonie totale et ce que vous appelez ce que vous appelez l'unité de l'opposition n'est qu'une unité de façade. Et bientôt là, ça va éclater puisqu'il parle d'un candidat commun de l'opposition qui est une possibilité impossible. Je l'ai toujours dit, donc ça ne viendra pas et ça sera une occasion pour que cette opposition éclate encore au grand jour et le public va le vivre. Matériel logistique, une concrétisation de la volonté du chef de l'État pour dire que, nous l'avons dit dans un journal, il y a un article à Géopolitique où nous disons ce geste
Oui. concrétise la ferme promesse du président Joseph Kabila Tout à fait. de financer nos élections sur fonds propres. Oui. Donc le geste qui a été posé à l'endroit de la CENI, remise de la logistique par le gouvernement de la République, c'est une concrétisation de la preuve que les élections, cette fois-ci, ne seront financées que sur fonds propres. Donc il n'y a pas de doute pour dire que nous n'allons pas avoir les élections le 23 décembre 2018. En 2 mots. En 2 mots, je regarde la caméra, vous voulez que je dise quoi? Que dites-vous aux Congolais par rapport à ces perspectives? Parce que d'aucuns pensent que le 23 décembre, l'organisation des élections matériellement et tout calcul fait, ça paraît impossible. Mais on s'étonne de votre optimisme, de votre détermination. Qu'y a-t-il au fond de votre optimisme justement? Dites ça au peuple. Monsieur Luc, je voudrais dire ceci en quelques mots à ceux qui sont encore sceptiques, à ceux qui sont encore dubitatifs, qui pensent qu'il n'y aura pas d'élection en décembre 2018, qu'ils puissent se raviver et comprendre que le gouvernement de la République, avec l'institution organisatrice des élections, j'ai parlé de la CENI, sont déterminés à organiser les élections dans ce pays cette année et précisément le 23 décembre 2018. Nombreux ont déjà compris, puisque l'UDPS s'est prononcé pour dire avec ou sans machine, nous irons aux élections. Ils ont compris que c'était incontournable. Bientôt là, nous avons entendu, même en demi-mot, les autres familles politiques le dire. Et moi, je pense que nous devons tous se tourner résolument vers ce grand rendez-vous avec notre peuple afin que nous puissions mettre fin à la crise de légitimité de nos institutions. Je crois que c'est ça le plus beau cadeau que nous allons pouvoir donner à notre peuple en cette fin d'année 2018. De tout cœur, je vous remercie, monsieur Moïse Dieudonné. Vous êtes devenu le porte-parole du candidat président de la République. Affirmatif. FCC. Je vous en félicite. Merci et beaucoup. Je vous souhaite bon vent, bonne chance. Et à toutes et à tous, merci d'avoir donné de votre temps à nous regarder dans cette émission Perspective. Le prochain numéro, ce sera le lundi prochain sans doute, peut-être avec le même invité et peut-être aussi avec d'autres invités. Cette fois-là avec un contradicteur. Au revoir. Au revoir, merci.